Merci d'être à l'écoute de la radio Futur Média. Midi, c'est l'heure du grand journal. Antoine Diouf. Voici le sommaire. Affaire plan Diakhaye, Abdoulaziz Diop et Aïda Ndiong déférés au parquet dans quelques instants. La gendarmerie vient de boucler son enquête préliminaire. Justice toujours, le ministère de tutelle et l'Observatoire national des lieux de privation des libertés font cause commune. C'est pour faire face aux cas de torture et de mort dans nos prisons. Réduction du train de vie de l'État, le président Macky Sall annonce la suppression de 4 agences dont l'ANEJ et le FNPJ. Vous entendrez le président de la République dans quelques instants. En politique, début des opérations de distribution des cartes d'électeurs aujourd'hui. Dans beaucoup de mairies de la capitale, on attend encore l'arrivée des cartes. Le reportage du jour est consacré aux cadeaux de Noël, très chers pour les parents. Reportage dans quelques instants. L'actualité internationale présentée par Sornana Tambaye. Bonjour. Bonjour Antoine. Il y aura le Mali, la Centrafrique et les autres. Effectivement, Mali, au lendemain du second tour des législatives, le dépouillement a commencé, mais les résultats ne seront connus que dans plusieurs jours. Nous parlerons également de la Centrafrique. Michel Diotodia a chassé 3 de ses ministres du gouvernement. Les massacres entre musulmans et chrétiens se poursuivent et les autorités multiplient les actions pour le retour de la paix. Merci Sornana Tambaye. L'actualité des sports, ce sera avec Malal Junior Diagne. Bonjour Malal. Bonjour Antoine. Alors, qu'est-ce qui va dominer ? On parlera de football essentiellement avec les derniers matchs de la première journée de la Ligue 1 sénégalaise. Cet après-midi au stade Demba Diop, l'Union sportive de Ouakam croise Stade de Mbour. À 18h, le Jaraaf affronte l'équipe du Dakar Université Club. Le football, c'est également le tirage au sort des 8e de finale de la Champions League européenne. Entre autres affiches de ce tirage qui a eu lieu tout à l'heure, Manchester City contre FC Barcelone, Bayern Leverkusen contre Paris Saint-Germain, le Bayern de Munich ira à l'assaut des Gunners d'Arsenal. Rendez-vous dans quelques minutes pour le développement de tous ces titres. Assure point de vue, mort de 2 soldats sénégalais à Kidal au nord du Mali. La situation dans ce pays demeure préoccupante. Nous en parlons dans quelques petites minutes. Bienvenue à toutes et à tous. RFM Midi. RFM Midi. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. D'abord, cette bande d'agression qui a opéré cette nuit à Kael, c'est à 12 km de la commune de Mbaké. L'école primaire de la localité a été saccagée. Le principal du CM du même village est blessé par les malfaiteurs. Détail, Mohamed Jodiop. Le principal du CM de Kael a vécu un enfer hier nuit. Victime d'une bande d'agresseurs, il a reçu 4 coups de machette sur la tête. Sa vie ne serait pas en danger. Il a été évacué au centre de santé de Mbaké. Les mêmes agresseurs s'en sont pris à l'école primaire. Le directeur de l'école, Adama Cherba. Nous avons constaté en même temps que le bureau a été complètement saccagé. Ils ont sorti les mallettes pédagogiques et tous les bagages en tout cas qui étaient au niveau de la... Les populations ont marché ce matin pour réclamer l'ouverture du poste de gendarmerie déjà construit. Notre poste de gendarmerie a été ouvert il y a un an à peine, mais toujours nous vivons une insécurité parce que les éléments qui étaient affectés à Kael sont repartis et nous ne savons pas jusqu'à présent la cause. Maintenant, nous restons ici avec la brigade, vous la voyez ici, et il n'y a pas d'éléments. Vraiment, nous en avons le ras-le-bol et nous ne pouvons plus supporter cette situation d'insécurité à laquelle nous faisons face. En décembre 2012, un professeur a été agressé ici. D'autres professeurs ont été victimes de menaces. Aujourd'hui encore, vous voyez, c'est le principal qui est agressé et l'école élémentaire est dévalisée. Donc nous en avons marre vraiment. À cela s'ajoute aussi le vol de bétail qui n'a cessé de gagner du terrain ces dernières années. À Kael, l'insécurité est grandissante, les agressions nombreuses, les populations excédées demandent l'appui des autorités. Mohamed Jodiop, Kael, RFM. Dans l'affaire du plan Diakhaye, la section de recherche de la gendarmerie de Colobane vient de boucler l'enquête préliminaire et les 2 principaux responsables du PDS qui sont en garde à vue. Il s'agit d'Abdoulaziz Diop et d'Aïda Ndiong seront déférés dans quelques instants
au parquet. Le ministère de la Justice et l'Observatoire national des lieux de privation des libertés veulent que les cas de torture et de mort cessent dans nos prisons, comme ce fut d'ailleurs le cas avec le décès de Cheikh Malayni Sané à Rebeuss lors d'une rencontre tenue ce matin. Le ministère de la Justice et l'ONLP ont tous dit que les coupables doivent être punis, s'il y a bien sûr des coupables. Seydou Nourouba. Pourquoi les prisons sénégalaises sont connues pour seulement des cas de torture et de meurtre? Une question qui continue d'intriguer les organisations de défense des droits de l'homme. Situation carcérale déplorable au Sénégal selon ces organisations. Le président du comité sénégalais des droits de l'homme dit ne pas comprendre la violation permanente de la dignité humaine. Selon Alioune, les tortionnaires ne font que souiller leurs uniformes alors qu'ils savent que la torture est considérée comme un crime par la communauté internationale. Cette réaction du président du comité sénégalais des droits de l'homme fait suite à la mort de Cheikh Malayni Sané à la prison de Rebeuss. Une mort tout simplement regrettable, a dit Bouba Diouf Tall, l'observateur national des lieux de privation de liberté, pour qui il faut que les conditions de détention soient conformes aux règles internationales. Et Cheikh Malayni Sané mort en prison, le ministère de la Justice poursuit son travail pour y voir plus clair. Malik Lamotte a fait savoir que s'il y a des coupables, ils répondront de leurs actes. Outre la mort de Cheikh Malayni Sané, le directeur de cabinet du ministre de la Justice a annoncé des mesures efficaces pour éviter les longues détentions. Parmi ces mesures, pas plus de 3 ans avant d'être jugé pour les détentions criminelles. Il est 12h06, vous suivez le grand journal. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Allons dans la banlieue dakaroise. La décision annoncée par le ministère de l'Environnement et consistant à ne plus délocaliser la décharge de Rebeuss fâche les populations riveraines. Elles sont préoccupées par leur santé. Dans cette partie de la lointaine banlieue dakaroise, plus de 5000 cas d'infections respiratoires sont enregistrés par an. Salif Sow. À droite de l'entrée principale de la décharge de Rebeuss, un quartier irrégulier. Un populeux quartier. Un vent sec souffle ici. Oumi, âgé d'une vingtaine d'années, trouvé assis sur un banc en ciment, utilise un voile noir pour se protéger, dit-elle, du vent, des grains de sable et de la fumée qui se dégage de la décharge. L'air est irrespirable ici. Moi qui vous parle suis malade, je suis asthmatique. Parfois, j'ai du mal à respirer. D'un ton désespéré, un autre habitant de la localité, un jeune homme, embauche la même trompette. Ici se trouve le nombre le plus élevé de tuberculeux. Nous sommes tous malades, adultes comme enfants. Proposé hier par l'infirmier chef de poste de Malika, poste de santé le plus proche du dépotoir d'ordures. Par mois, 400, 300, 500. Surtout ce mois-ci, si on fait, ça va tourner autour de 500 à 600 cas. Je suis là à ma 9e année. La maladie qui domine aussi au niveau de la localité, c'est les infections respiratoires. Plus de 5000 cas d'infections respiratoires sont enregistrés par an ici. En un ou en 1000 mots, les riverains de la décharge de Rebeuss veulent une seule et unique chose, la délocalisation du dépotoir d'ordures. Salif Sow, Malika, Radio Futur Média. Macky Sall veut tenir sa promesse de réduire le train de vie de l'État, mais aussi de supprimer certaines agences nationales. Ainsi, le président de la République a annoncé ce matin que la neige, le FNPJ, l'ANAMA et la GEP seront supprimés. Macky Sall présidait ce matin donc le conseil présidentiel sur la stratégie nationale de développement économique et social. Nous l'écoutons au micro de Mamadou Amardion. En ce qui concerne le pôle emploi ou l'agence La Neige, l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes, le FNPJ, Fonds national projet jeunes, la GEB, qui est l'agence pour l'emploi des jeunes de la banlieue, et puis l'ANAMA, qui est l'agence pour les marchands ambulants, vont être supprimés. Et en lieu et place, il y aura une seule grande agence nationale pour l'emploi des jeunes. Il en est de même pour d'autres agences dont la liste sera donnée, tout cela dans le cadre de la mise en cohérence de nos politiques et de la réduction du train de vie de l'État pour pouvoir axer en fait nos actions vers des résultats et atteindre les cibles qui sont ainsi visées. Nous reviendrons largement sur cette rencontre lors de nos prochaines éditions d'information.
90% du sucre de la CSS non écoulé. La presse de ce jour en Afrique. Un tour au marché Grand Dakar, marché Tilène et une grande surface. Il y a bel et bien du Made in Sénégal. En revanche, ce sont les commerçants qui ne veulent pas écouler ce produit. Selon eux, il y a un problème de qualité. Les clients préfèrent plutôt le sucre étranger. Reportage Mantouré. Trop de vent, trop de poussière. Qu'importe, les affaires sont les affaires et il faut travailler. Notre panier en bandoulière, nous sommes à la recherche du sucre sénégalais. Marché Grand Dakar. Première boutique. Ce commerçant n'en a pas, cherchons un autre. Si dans le marché il y en a des grossistes même qui le vendent ici. Vérifions ses propos. Au marché Tilène, même constat, le sucre local est vendu. S'il ne l'est pas, pour certains c'est volontaire. Explication de Pape Alessar au marché Grand Dakar. Non, j'ai pas de sucre local. Pourquoi? J'ai le sucre importé. Pourquoi vous avez choisi? Parce que sur l'emballage sur les sucres importés, c'est plus rassurant que l'emballage sur le sucre sénégalais. La qualité? La qualité, les clientes préfèrent le sucre importé. Et vous, le sac, vous le vendez à combien? Et ça coûte 27 500. L'importé est plus sécurisé. Même les clientes, lorsqu'ils viennent, ils te demandent le sucre importé. Pour terminer notre tour de marché, nous allons dans une grande surface. Ambiance plus calme, plus détendue. Le sucre made in Sénégal, il y en a aussi. Même si le prix est exorbitant, 2650 francs le kilo. 90% du sucre local stocké à la compagnie sucrière sénégalaise, du moins c'est ce que dit le directeur. Constat au marché Tilène, marché Grand Dakar et dans une grande surface. Le sucre est bel et bien sur les étagères et s'échange à 750 francs le kilo. RFM 94.0, la radio en puissance. Rufisque, les étudiants du département ont marché ce matin dans les rues de la vieille ville. C'est pour dire non aux réformes universitaires. Ils avaient associé leurs cadets qui sont dans les écoles de Rufisque. Abdourahmane Diallo. Des étudiants accompagnés des élèves du département de Rufisque, arborant des brassards rouges avec des pancartes à la main, tous ensemble pour une même cause. Ils dénoncent les nouvelles réformes universitaires initiées par l'État. Momad Ba, chargé de communication du collectif des étudiants du département de Rufisque. C'est pour montrer notre désaccord par rapport à ces réformes entreprises par le gouvernement du Sénégal. Aujourd'hui, les étudiants de la première année se sont inscrits, ok, pas de problème. Mais aujourd'hui, les autres étudiants ne sont pas encore inscrits. Nous ne sommes pas contre totalement ces réformes. Mais notre objectif c'est quoi? C'est qu'il faut qu'il y ait au moins un peu une régionalisation de ces réformes-là. Ces étudiants qui ont entamé leur plan d'action par une marche pacifique comptent mener le combat jusqu'au bout. 25 000 jusqu'à 75 000, c'est pas raisonnable. Soyons logiques un peu. L'essentiel en est que nous, en tant que collectif des élèves et étudiants du département de Rufisque, nous sommes prêts à donner notre vie, si ce ne reste que pour la diminution de ces inscriptions. Le trajet de la marche était programmé du rond-point Djoutiba jusqu'à la Sénélec, mais pour ne pas bloquer la circulation sur la route nationale, le préfet du département a ordonné une marche du rond-point Djoutiba au rond-point HLM, encadrée par les forces de l'ordre. Abdourahmane Diallo, Rufisque, Radio Futur Média. À l'université de Ziguinchor, les travailleurs étaient en sit-in ce matin. Leur principale doléance est l'amélioration de leurs conditions de travail. Ils veulent le reversement de leurs cotisations à l'IPRES et le paiement des primes des risques, entre autres. Nous y reviendrons avec Abdoulaye Sambou. Visite officielle du ministre de l'Intérieur dans la région de Matam. Après avoir inauguré le poste de police frontalier de Gourel-Oumarli, le ministre de l'Intérieur n'a pu se rendre à Matam pour l'ouverture du bureau des passeports. Il y avait des problèmes d'avion. Les détails avec Ali Bandelnian. Après avoir inauguré le poste de police frontalier de Gourel-Oumarli, le ministre de l'Intérieur n'a pu se rendre à Matam à l'ouverture officielle du bureau du passeport. Une initiative pourtant tant saluée qui a suscité une grande réaction des populations qui avaient sonné la grande mobilisation pour accueillir Abdoulaye Daouda Diallo. Rattrapé par la tombée de la nuit, la délégation ministérielle a dû reprendre immédiatement l'avion. D'où cette réaction des populations de Matam, parmi lesquelles les responsables de la plateforme
plateforme des acteurs non étatiques, Ousmane Ba. Parce que nous, on ne peut pas comprendre qu'on mobilise toute une population et qu'on nous dise que le ministre qu'il n'a pas pu ouvrir quand même ce bureau. Tout le monde sait que la région de Matam est une zone de forte immigration. Pour avoir un passeport, il faut se rendre jusqu'à Saint-Louis pour disposer de ce sésame-là. C'était une opportunité pour que les gens ne puissent jamais revivre ce calvaire et là, nous ne comprenons pas. Une vive réaction des populations durant toute la nuit qu'a tenté de tempérer le maire de Matam qui ne désespère pas un retour du ministre de l'Intérieur à Matam. Voici Mamadou Moridiawa. C'est dommage qu'il n'a pas pu venir à Matam. Je rappelle aussi à la population, le nécessaire était d'ouvrir le bureau de passeport. Ça a été fait et je pense que dans les jours à venir, il reviendra rien que pour Matam et ouvrir le bureau des passeports. Mais il ne faut pas que ça soit répétitif depuis hier nuit, j'étais même avec beaucoup de jeunes et d'adultes chez moi jusqu'à 0h30. Il n'y a pas eu certes cérémonie officielle comme prévu, mais les populations de Matam peuvent bien se rendre au commissariat de police de la ville où le bureau du passeport est opérationnel depuis quelques jours. Matam, Ali Bandelnia, RFM. Le journal. L'actualité politique. Les opérations de distribution des cartes d'électeurs débutent aujourd'hui, mais dans les différentes mairies de la capitale où nous nous sommes rendus. Donc, on attend ces cartes du côté de la préfecture de Dakar. On y travaille. Reportage Mohamed Ali Mouba. Commune d'arrondissement de Dakar Plateau, une petite pièce au fond d'un couloir. À l'intérieur, des personnes, un homme et une fille. L'homme feuillette un registre en attendant l'arrivée des cartes. Amadou Lamine Gallo Diop, représentant et superviseur de la Sénat. Nous attendons les cartes. Actuellement, nous sommes à la mise en place et les cartes, d'après les derniers échos, sont en route pour être là. Il y en a beaucoup de citoyens qui sont présentés et nous les avons tenu le même langage. La Direction générale des élections est à pied d'œuvre depuis la semaine dernière. Des centaines de cartes d'électeurs confectionnées depuis 2005-2006 sont encore en souffrance. Ces cartes et les nouvelles vont être ventilées dès aujourd'hui dans les différentes communes d'arrondissement. Ils ont fait le décompte. Après, ils ont connu par exemple le nombre de cartes qui restent. Bon, ils connaissent par exemple le nombre de cartes qui ont été qui ont été distribuées. Le reste, on envoie ça dans les sous-préfectures. À la commune d'arrondissement de Dakar Plateau, le retrait des cartes n'a pas démarré, mais selon nos interlocuteurs, une quarantaine de citoyens se sont présentés dès 8 heures pour retirer leurs cartes. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Sornana Tambaye. Bonjour Antoine. Au Mali, on s'interroge sur le travail de la MINUSMA, les forces envoyées par l'ONU. Alors, vous le savez, dernièrement, les soldats français ont mené une vaste opération de sécurisation dans le nord sans la MINUSMA. Alors, quel est le statut de la force onusienne dans cette zone et comment rétablir l'ordre à Kidal avec sa particularité? Suivons les explications du représentant spécial adjoint de la MINUSMA, le professeur Abdoulaye Bathily, au téléphone avec Georges Déthié-Diop. C'est une question qui est aujourd'hui sur la table. Je ne voudrais pas entrer dans les détails. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant et je suis confiant. Nous ferons tout pour que cette page de la situation particulière de Kidal sera tournée. Et quel est le rôle qui sera assigné à l'armée française là-bas? Je ne commande pas l'armée française, je ne sais pas, je ne connais pas ce qu'ils vont faire. Pour l'heure, tout ce que je vous dis, c'est que nous sommes en train, avec les autorités maliennes, en train de prendre des dispositions pour que, évidemment, donc comme un accord, la situation puisse s'améliorer de manière considérable dans cette zone à Kidal comme partout ailleurs. Vous savez, c'est une situation très complexe. De loin, on peut tirer très vite beaucoup de conclusions. Et je préfère vraiment vous dire aujourd'hui que face à cette situation complexe qui demande de la part des acteurs beaucoup d'imagination et beaucoup d'efforts, cette imagination et cet effort sont en route et je pense que la situation ira s'améliorant. Aujourd'hui, une chose est certaine, les autorités maliennes sont des autorités légitimes qui dirigent leur pays et la communauté internationale doit et les accompagne dans la consolidation de leur autorité sur toute l'étendue du territoire. Le professeur Abdoulaye Bathily de la MINUSMA. Alors, nous parlons toujours du Mali, Sorna, mais cette fois-ci du second tour des élections législatives. C'est cela, c'était dimanche dernier, un scrutin qui n'a pas beaucoup mobilisé. Et même avant la fermeture des bureaux de vote, des candidats essayaient de convaincre les électeurs. Soda Thiam.
Le dépouillement a commencé. À Bamako, il n'y a pas eu vraiment foule devant le bureau de vote. Hier, à la mi-journée, des chiffres faisaient état de la présence de seulement 11 électeurs tous les quarts d'heure dans les centres de vote. La tendance est restée la même jusqu'à la fermeture des bureaux de vote. Mais, à quelques heures de la fin du scrutin, certains candidats tentaient de mobiliser les électeurs en affrétant gratuitement des minibus pour les inciter à aller voter. Ceux qui se sont déplacés, en tout cas, jugeaient que leur participation est capitale pour permettre au pays, après 2 années de crise politique, économique et sécuritaire, de se relancer. De rares incidents ont été à déplorer, comme une tentative d'usurpation d'identité à Bamako. Le dispositif de sécurité était par endroits impressionnant avec des patrouilles de la MINUSMA et de l'armée malienne. Ces législatives vont permettre de redessiner le paysage politique malien en confortant le parti présidentiel ou en rééquilibrant les forces. Les résultats ne sont pas attendus avant plusieurs jours. Soda Thiam, stagiaire à la RFM Antoine. Oui, le Bénin ne va pas bénéficier du MCA pour l'année 2014. Et c'est à cause de la corruption que ce pays va passer à côté de l'aide américaine. Le Millennium Challenge Account, qui existe au Sénégal d'ailleurs, est un fonds qui octroie des dons aux pays en développement et c'est une perte énorme pour le Bénin qui a pu bénéficier de 300 millions de dollars, soit près de 144 milliards de francs CFA en 5 ans. Toutefois, le pays pourra présenter une nouvelle candidature au second semestre de l'année 2014. Le gouvernement de Thomas Yaïboni devra convaincre de ses efforts de lutte contre la corruption. En Centrafrique, les violences intercommunautaires se poursuivent au moment où le gouvernement a démis 3 de ses ministres. Ils sont suspendus jusqu'à nouvel ordre pour n'avoir pas rempli correctement leurs fonctions. Et avec les tensions qui prévalent dans ce pays, les autorités religieuses multiplient les actions pour le calme. Adama Sissé. Il s'agit du ministre de la Sécurité et de l'Ordre public, Josier Binois, celui des Finances et du Budget, Christophe Bremedou, ainsi que le ministre de l'Élevage, Joseph Bendouga. Un limogeage décidé par le président de la transition ce dimanche. Une décision qui n'est pas entérinée par le premier ministre. Ils sont accusés d'avoir détenu illégalement des armes. Des limogeages qui viennent au moment où la tension est vive. La communauté musulmane tente de rétablir les liens anciens qu'elle entretenait avec les chrétiens dans les mosquées, les églises et les temples. Les responsables s'organisent pour diffuser un nouveau message qui s'intitule La base de l'unité n'est pas détruite. Beaucoup prennent l'ancien président François Bozizé pour responsable des attentats qui se produisent en Centrafrique. Quant à l'actuel président Michel Djotodia est accusé d'avoir alimenté le ressentiment contre les musulmans. Adama Sissé, stagiaire à la RFM, toujours en RCA. Après le HCR, la FAO alerte. Des millions de personnes risquent l'insécurité alimentaire. Et dans le monde rural, plus de 40% des populations ont besoin d'une aide d'urgence. Depuis le début des violences, la production agricole a beaucoup chuté. Plusieurs agriculteurs n'ont plus accès à leurs champs. Et nous terminons, Antoine. Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, déclare avoir déjoué une tentative de coup d'État. Toujours selon lui, les assaillants qui se sont livrés à d'intenses combats avec l'armée sud-soudanaise ont échoué et l'État a le contrôle. Salva Kiir met en cause l'ancien vice-président Riek Machar. Antoine, c'est tout. C'était les actualités internationales avec Sornana Tambay. Merci. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Mort de 2 soldats sénégalais au nord Mali, la situation dans ce pays demeure toujours préoccupante. Nous en parlons dans quelques minutes. RFM Sport. Les sports avec Malal Junior Diagne. Du football d'abord, Malal, suite et fin de la première journée de la Ligue 1 sénégalaise. 2 rencontres sont au programme au stade Demba Diop. À partir de 16h, l'équipe de l'Union sportive de Ouakam va jouer contre le Stade de Mbour, et à 18h l'équipe de la Médina, le Jaraaf de Dakar, joue contre Dakar Université Club. Cheikh Tidiane Diagne nous présente l'enjeu de ces rencontres. Baptême du feu du Stade de Mbour contre l'Union sportive de Ouakam. L'équipe de la Petite Côte, après 3 saisons passées en Ligue 2, un promu ambitieux qui caresse discrètement le rêve de titiller les grands. L'Union sportive de Ouakam, en difficulté depuis son sacre en 2011, a pour objectif de figurer sur le podium cette saison et de gagner une des coupes
Europe si l'occasion se présente. Le dernier acte de cette première journée de la Ligue 1 va opposer le Giraffe, classé 4e la saison dernière, détenteur de la Coupe du Sénégal et candidat à la succession de Djambar au Dakar University Club. Une équipe estudiantine à 1000 inconnus a subi quelques changements, avec notamment le départ de leur buteur maison et l'un des artificiers la saison dernière, Mohamed Dramé, parti à l'AS Pikine. Lors de cette première journée, les équipes comme l'autre promu, le port autonome de Dakar, l'AS Pikine, le Casa Sport de Ziguinchor, Niaritali et Yego ont réussi leur entrée en matière, tandis que le tenant Djambar, son dauphin Ngor, Linger, Touré Kunda et Suneor ont trébuché d'entrée. Antoine, nous parlons donc des conclusions de la visite de la délégation de la FIFA à Dakar. Pour le président Maître Augustin Senghor, des travaux ont permis de mettre en place un programme pour développer le football dans tous ses comportements d'ici à 3 ans. Maître Augustin Senghor que nous avons rencontré au stade Alassane Djigo lors de la première journée du championnat national. C'était une visite qui entrait dans le cadre du programme performance avec 2 volets. Un volet d'audit, c'est-à-dire essayer de faire l'état des lieux en termes d'organisation, en termes d'instruments juridiques, mais aussi en termes de réalisation. Et à côté de ça, proposer un programme pour essayer de renforcer notre fédération et notre football. Et ce qu'il faut retenir simplement aujourd'hui, c'est qu'avec la FIFA, le comité a pu valider un certain nombre de mesures qu'il faudra prendre pour que d'ici 3 ou 4 ans, on puisse avoir un football qui marche sur tous les plans, c'est-à-dire l'organisation au niveau des compétitions, mais aussi des équipes nationales qui ont une meilleure présentation et une représentation au plan international. Football à l'étranger, Ligue des champions en Europe, le tableau des 8e de finale connu. Antoine, de très belles affiches donc attendent les amateurs de football qui s'intéressent à cette Champions League européenne qui, à part la Coupe du Monde et la Coupe d'Europe, est la plus grande des compétitions internationales de football. À l'affiche, le Paris Saint-Germain devra se frotter au Bayern Leverkusen, vice-champion d'Europe en titre. Manchester City qui a explosé hier, donc l'équipe d'Arsenal joue contre le FC Barcelone de Lionel Messi et de Neymar. Olympiakos contre Manchester United. Arsenal, leader de la première ligue anglaise, joue contre le tenant du titre, le Bayern Munich. Schalke 04 contre le Real de Madrid. Zenit Saint-Pétersbourg contre Borussia Dortmund. L'AC Milan joue contre l'Atlético Madrid. Galatasaray contre Chelsea. Donc de très belles affiches. Le tirage au sort a eu lieu ce matin. On termine avec cette information. Andrés Villas-Boas, entraîneur des Spurs de Tottenham, a été limogé ce matin. Et cela donc suite après sa lourde défaite hier face à l'équipe des Reds de Liverpool. 5-0, c'est donc une 3e défaite face à une grosse équipe du championnat anglais. Le technicien portugais donc est limogé comme ça a été le cas en mars 2012 lorsqu'il était à la tête des Blues de Chelsea. Malal Junior Diagne, préoccupé déjà par les fêtes de Noël. Déjà. Et on va parler dans quelques instants du marché des jouets. RFM, partout, tout le temps. Tout le temps. Noël empêche certains parents de dormir. Le coût des jouets élevé, très élevé même, pour s'acquitter de leurs obligations parentales. Certains ont mis en place des budgets abordables, d'autres trouvent des astuces pour faire plaisir à leur progéniture. C'est un reportage de Djenaba Seydouba. La petite Anne-Marie va bientôt recevoir son cadeau de Noël. Même si sa tante n'a pas les moyens, elle a quand même dégagé un petit budget pour faire plaisir à sa petite nièce. Moi, je vais lui acheter, disons, une poupée ou bien un jeu d'esprit. Je n'ai que 10 000. Alunja, lui, a trouvé la bonne astuce. Cotiser à l'arbre de Noël de l'école. Cela lui revient beaucoup moins cher. On cotise que 3 000. C'est une école qui se trouve au banlieue. Oui. Donc l'école donne le reste. Oui, c'est l'école qui est une belle alternative vraiment. Parce que ça permet d'aider les parents d'élèves aussi. Un autre parent, lui, désolé par la situation de ses finances actuelles. Il veut le bonheur de ses enfants, mais ne trouve pas les fonds. Oui, je pense vraiment à mes enfants pour l'achat des cadeaux. Mais je n'ai pas encore d'argent pour les cadeaux. Mais je souhaite vraiment les acheter pour mes enfants. Et l'année dernière, vous aviez dépensé combien? J'avais dépensé 70 000 francs pour mes enfants. Mais cette année-là, vraiment, c'est dur. J'aime bien faire plaisir à mes enfants parce que je les aime beaucoup. Mais la vie est dure. Noël, une fête à dépenses. Le coût des jouets, surtout importés, n'est pas souvent donné. Et cela angoisse les parents. RFM, la presse du jour. La presse du jour avec Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour.
Après Dubaï, Bujumbura et Kampala, l'ex-président sénégalais pose finalement ses valises au bord de la lagune Ébrié. Selon l'observateur, Wade a été reçu là-bas avec tous les honneurs. Ouattara lui a déroulé le tapis rouge. En tant qu'ancien chef d'État, il a reçu les honneurs dus à son rang, écrit le journal, à savoir une escorte motorisée jusqu'à l'hôtel Ivoire où il loge pour les besoins de sa visite privée. Le journal précise qu'il est invité par l'amicale des jeunes juristes africains pour animer une conférence sur le droit. Une délégation du PDS conduite par l'ancien ministre de la Justice Elhadji Amadou Sall est entendue ce lundi à Abidjan. Mais que mijote Wade à nos portes? Eh bien, personne ne sait encore, relève Libération, mais une constance depuis l'incarcération de son fils, Maître Abdoulaye Wade semble mener une campagne contre Macky Sall. Mais le journal L'Enquête croit savoir que Wade est à Abidjan parce qu'un certain Alassane Ouattara, actuel président de la Côte d'Ivoire, a été au cœur des négociations qui ont mené le pape d'Ethiopie à se calmer, à prendre le large et surtout à ne pas tenter de faire comme les autres. Les déboires judiciaires de son fils Karim l'agacent au plus haut point, estime le journal. Et le patron du PDS, après de 20 tentatives dans les pays du Golfe, cherche à faire intervenir ceux qui continuent à lui parler dans la sous-région. Du côté d'Abidjan, le message semble avoir été bien compris, renseigne encore l'enquête. Tout comme au niveau de la gendarmerie nationale où on a au nouveau patron, son nom, le général Mamadou Gueye Faye. Oui, le général de division Mamadou Gueye, nous dit le populaire, remplace à ce poste le général de division Abdoulaye Fall. L'homme part à la retraite après avoir commandé les hommes en bleu 8 ans durant. Rien n'est officiel, mais mon confrère relève que la nouvelle a été lâchée par le sortant. C'était au cours d'un mariage dans une mosquée. Mais qui est cet homme nouvellement promu? Un banni sous Wade, renseigne encore le populaire, un homme expérimenté qui a pris aussi dans les missions onusiennes. Pour l'enquête donc, c'est la fin du lobby, allusion aux longues manœuvres en coulisses pour occuper ce poste hautement stratégique. Tout autre chose avec la compagnie sucrière sénégalaise qui menace de fermer. La nouvelle est à la une du journal Le Quotidien qui fait constater que sous les coups de boutoir des commerçants et des importateurs de sucre, les produits de la CSS ne trouvent plus preneur. Le patron de cette compagnie qui s'en offusque à la page 6 du quotidien indique qu'environ 20 000 tonnes de sucre moisissent dans ses entrepôts depuis plus de 2 mois, ce qui représente 90% de la production de l'unité industrielle pour cette année. Des importateurs maliens inondent illégalement le marché sénégalais de sucre initialement destiné à leur pays. Pour ne rien arranger, Walfadri ajoute que l'entreprise coule aussi sous le poids de dettes causées par la mévente. À présent, les incidents de Yéridi, c'est dans le Sédhiou. Le quotidien nous dit que le sous-préfet et les policiers se renvoient la balle, ils s'accusent mutuellement. La secrétaire générale du syndicat des professeurs du Sénégal, Mariem Sakho Dansoko, à qui le journal ouvre ses colonnes, exige une enquête sans complaisance. Mais en attendant, les sanctions commencent à tomber, renseigne Walfadri. Les policiers tireurs ont été relevés, complète le populaire. On termine par le 5e gala de la convention des jeunes reporters. Le groupe Futur Média confirme son leadership. Ndeye Fatou Sek de l'Observateur et Mamadou Amar Ndione de la RFM, primés respectivement meilleurs reporters en presse écrite et en radio. Bon vent à nos collègues et bonne lecture à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Mort de 2 soldats sénégalais à Kidal au nord Mali. La situation dans ce pays est toujours préoccupante. Nous parlons de tout cela dans Point de vue aujourd'hui. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Nous avons en ligne Madame Oumoukan Toumsar. Bonjour Madame. Bonjour Antoine. Vous êtes la vice-présidente de la RADO, Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. Vous séjournez au Mali depuis plusieurs mois maintenant à Tombouctou, plus exactement au nord Mali donc. Alors, comment voyez-vous la situation dans cette partie du Mali où sont présents nos militaires, les militaires sénégalais, et 2 d'entre eux ont été tués d'ailleurs récemment? Oui, merci Antoine. Je rectifie pour dire que je suis la présidente du conseil d'administration de la RADO. Oui. Et j'en profite Merci. au nom de la RADO pour présenter nos sincères condoléances aux familles éplorées, aux autorités militaires et civiles. Et pour dire que c'est une situation qui a terrassé l'ensemble des forces intervenantes au Mali, civiles comme militaires, depuis samedi. Parce que ça a été vraiment un choc dur, surtout à la veille du second tour des législatives.
Oui. Et ceci dit que le contingent sénégalais est à Kidal. Et il y a aussi d'autres pelotons qui sont un peu vers Gao et à Mopti-Sévaré. Mais la majeure partie se trouve à Kidal. Donc tout le monde sait que Kidal, c'est la zone de tension où les supposés groupes terroristes, djihadistes, donc règnent en maître, malgré les forces présentes de la MINUSMA. Et ceci dit aussi que ça a été un signal qu'ils ont voulu donner au gouvernement malien pour dire que vous avez choisi vos hommes qui ont gagné le premier tour des législatives, mais nous aussi nous existons. Oui. Mais malheureusement, le choc a été brutal et c'est 2 soldats, un soldat et un caporal sénégalais donc, qui ont trouvé la mort. Oui, alors, avant les élections que le Mali a organisées, la situation dans cette partie nord a été jugée épouvantable. Est-ce que c'est le cas toujours aujourd'hui? Donc, chaque jour, c'est comme ça. Kidal, c'est imprévisible, hein, comme toutes les zones. Kidal, en fait, c'est la zone la plus redoutée. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a sécurité à 100%. Mais le problème de Kidal, je pense qu'aujourd'hui, c'est le gouvernement malien qui doit s'asseoir avec les forces de la MINUSMA et la force Serval pour régler le problème. Parce que les Maliens observateurs avertis n'arrivent pas à comprendre pourquoi les djihadistes règnent et à chaque fois qu'on négocie et qu'ils ne veulent pas respecter l'accord de Ouagadougou. Très bien, merci. Ils ont libéré il y a quelques jours le gouvernorat et la radio et 3 jours après, donc ils ont encore attaqué la banque BMS qui a fait tuer nos 2 soldats. Très bien, merci. Oumou Kantoum Sarr, présidente du conseil d'administration de la RADDHO, vous séjournez au Mali depuis plusieurs mois et vous vous trouvez à Tombouctou, c'est au nord de ce pays. Et dans Point de vue aujourd'hui, nous parlons de la mort de 2 soldats sénégalais, c'est le prétexte. Mort donc au nord Mali, la situation dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest nous préoccupe. Alors, on en parle aujourd'hui avec Rosner Ali Souten, expert en droit et politologue. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, comment voyez-vous cette situation au nord Mali? Situation de paix et de ni paix ni guerre, comme disent certains. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Oui, j'estime que généralement en Afrique, les guerres ne finissent jamais. Quand la guerre finit, la guérilla prend la place. Et vous savez que la petite guérilla, elle ne finit jamais. Regardez ce qui se passe en Casamance. Le MFDC ne contrôle pas 1 mètre carré de territoire, mais la guerre n'est pas finie. Et parfois, il y a des intérêts cachés qui sont là-dedans. Même ceux qui prétendent éteindre le conflit, ils ont quelques intérêts. Il y en a qui testent leurs armes, il y en a qui profitent pour des motifs économiques. Donc ce n'est pas facile. Et il fallait prévoir que ce conflit-là ne va pas se terminer comme ça. Non, du tout. La grande guerre est finie, mais il y a des résistances, il y a des intérêts en jeu et les gens continuent. Oui. Mais il ne faut pas non plus qu'on soit ému de la mort de soldats sénégalais. Évidemment, c'est normal, hein, nous sommes des Sénégalais. Quand on entend qu'un soldat sénégalais est mort, ça fait mal. Tout à fait. Mais il y a des soldats maliens qui sont morts parce qu'ils sont en guerre. Donc quand le Sénégal va aider le Mali dans cette guerre-là, mais écoutez, il ne faut pas être surpris qu'il y ait des soldats sénégalais qui meurent. Hein. Ils ne sont pas en vacances. Ils sont dans une opération militaire et tout soldat doit être prêt à mourir. Donc, autant on est quand même choqué ou ému de voir nos compatriotes sont morts. Après l'émotion maintenant, il faut se dire que ces gens-là sont en guerre. Ils peuvent mourir, comme il y a d'autres soldats de nationalité également peuvent mourir. Oui, sans doute. Il ne faut pas non plus, on a de la compassion pour les familles des victimes. Il ne faut pas non plus penser qu'ils sont là-bas pour s'amuser. Oui, très bien, on est d'accord sur cela. Mais qu'est-ce qui continue de compliquer la situation au nord Mali, alors qu'on avait espoir de vivre une meilleure situation aujourd'hui? Oui, non, mais il y a une évolution quand même. Hein. Évidemment, oui, mais aujourd'hui, on n'est pas totalement en paix. La guerre frontale est terminée, donc c'est une évolution quand même. Maintenant, il fallait prévoir que dans ce lot-là, il y a des gens qui ont des intérêts cachés, il y a des nébuleuses, il y a des gens qui font de petites guerres, qui maintiennent le conflit, parce que la situation de conflit est favorable à certaines activités.
je ne veux peut-être pas les citer, mais la guerre, le chaos est un terrain favorable à des activités pas très catholiques. Alors il y a des gens qui ont intérêt à ce que ce chaos-là perdure. Ça leur permet de vendre des armes, ça leur permet de s'aimer de troubles, ça leur permet de faire des choses qui ne sont pas très catholiques. Donc c'est vrai qu'il y a une évolution, la guerre est finie, la grande guerre si vous voulez, mais ne soyons pas naïfs, il y a des résistants, il y a des soldats qui sont encore, enfin des soldats, des rebelles qui sont encore armés et qui à l'occasion font des coups pour semer le trouble. Oui. Ça va peut-être finir un jour, on le souhaite, mais ne soyons pas naïfs, ça ne sera pas aussi, oui. Et maintenant, quelles sont les solutions ou les possibilités qui s'offrent au gouvernement malien pour réussir donc à régler cette question, cette crise qui commence à durer quand même? Je pense qu'il faut négocier. Il faut négocier, il faut discuter et surtout il faut comprendre le conflit. Ça me paraît fondamental. On ne peut pas régler un conflit si on ne comprend pas ses raisons profondes. On peut ne pas les approuver, mais il faut quand même les comprendre et négocier. Mais la négociation n'empêche pas également, quand il faut frapper, de frapper. Il faut que l'ordre revienne, il faut que la sécurité revienne. Donc il faut, si vous voulez, savoir comment juguler, comment doser ces deux paramètres-là. Oui. Tantôt il faut discuter, comprendre, négocier. Tantôt également il faut sévir parce que le Mali est responsable de la sécurité des personnes et des biens. Donc voilà les deux paramètres sur lesquels on peut jouer pour quand même que la paix revienne progressivement. Mais ne soyons pas naïfs. Ne pensons pas que puisque les accords sont signés, eh bien la paix est revenue totalement. Ce n'est jamais vrai d'ailleurs. Ce n'est jamais vrai. Il y a toujours des résistances qui vont s'estomper avec le temps, mais qui sont là et qui se justifient par des intérêts, si vous voulez, plus ou moins cachés. Merci. Rosner Ali Soutine, expert en droit et politologue. Aujourd'hui, nous parlons de la situation au Mali, prétexte la mort de 2 militaires sénégalais dans cette partie nord de ce pays qui est le Mali. Donc, la situation donc est jugée préoccupante. Nous avons en ligne Youssouf Diagola. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordonnateur de la chaîne de télévision Africable. Alors, Youssouf, quel regard portez-vous sur la situation au Nord Mali en tant que journaliste observateur? Vous savez, quand il y a eu l'occupation de cette partie du Nord qui constitue en fait les 2 tiers de la superficie totale de la République du Mali, et l'opération Serval qui a été engagée par la suite avec l'arrivée des forces de la MINUSMA qui était au PEL composé des forces des États africains, pratiquement tout le Nord a été libéré sauf la ville de Kidal qui constitue aujourd'hui un bastion pour le MNLA, le Mouvement National de Libération de l'Azawad, qui en fait n'existe finalement de façon réelle qu'à travers des actes de banditisme isolés et qui sèment la terreur et qui servent surtout à marquer psychologiquement les opinions à travers tout le continent. Et vous savez, tout dernièrement, avec l'attentat qui est arrivé devant le siège de la BMS, avec l'assassinat de 2 soldats sénégalais qui étaient en fraction contre de la MINUSMA, tout cela contribue à faire cette guerre psychologique dans l'opinion, mais en réalité, il suffit juste que les uns et les autres au niveau politique prennent la décision et cette volonté et ce courage pour qu'aujourd'hui ce banditisme résiduel qui sévit dans le nord du Mali soit vraiment résolu de façon définitive, quoi. Alors, Youssouf Diagola, la mort de 2 militaires sénégalais au nord Mali, comment cela est perçu donc à Bamako? L'opinion malienne, surtout au niveau de la ville de Bamako, ressent cela un peu comme de la provocation et un affront au chef de l'État c'est arrivé juste au 100e jour de la gouvernance de Ibeka qui a commencé avec, comme vous le savez, un plébiscite du peuple malien parce que son programme disait clairement
le fait de recouvrir l'intégrité territoriale et surtout l'intégrité nationale. Quand ça arrive à ce moment précis, on se demande, mais écoutez, finalement, qu'est-ce qui se passe? Et ce qui est surtout très intéressant en termes d'analyse dans cet assassinat lâche de militaires étrangers en sol malien, c'est que c'est arrivé au moment où le président malien Ibrahim Boubacar Keïta se mettait un peu en porte-à-faux contre l'opinion française, contre les autorités françaises, il a dit clairement que la France veut l'obliger à s'asseoir sur la même table d'égal à égal, presque, comme il a dit, ce sont ces termes, avec un groupe armé qui n'est constitué que de bandits. Donc, c'est un affront à l'État malien, c'est un affront à la personne du président Ibrahim Boubacar Keïta, et c'est cet affront que les gouvernants actuels veulent faire comprendre un peu à l'opinion internationale et surtout à la France pour décider définitivement de comment est-ce qu'ils comptent gérer la question du MNLA à Kidal et la question du banditisme résiduel qui constitue chaque jour, à travers des actes de ce genre, un affront à la République et à la personne du président de la République. Merci. Youssouf Diagola, coordonnateur de la chaîne de télévision Africable. Merci à tous ceux qui ont participé à ce débat. Parlez français. Parlez français. Grammaire. Orthographe et sens des mots. Dans la langue de Molière. La leçon du jour avec Mantouré. Bonjour à tous et bienvenue. Monsieur Abdou Ndiaye, professeur de français au lycée Lamine Gueye. Leçon du jour, le pléonasme ou la redondance. Le pléonasme ou la redondance est un terme ou une expression qui répète ce qui vient d'être énoncé. Exemple, prévoir d'avance. Exemple encore, les orteils des pieds. Cependant, le pléonasme ne se justifie que dans un souci d'insistance. Exemple, ce remède est inutile, voire même dangereux. Remarquons que voir est un adverbe signifiant et même. Voir est un adverbe signifiant et même. Donc, voir exerce un effet de renforcement d'une idée, d'une affirmation. Ainsi, on peut dire, mais cependant, car en effet, d'où donc, qui sont des effets de renforcement, à distinguer des autres pléonasmes qui sont à fuir. Exemple, monter en haut, descendre en bas. Il y a des expressions de trop. Merci, Yadma. RFM Midi. RFM Midi, la météo. Un ciel plutôt dégagé va régner sur la majeure partie du territoire. Cependant, quelques passages nuageux vont intéresser l'est et l'extrême sud du pays. Un temps relativement chaud s'installera sur le territoire avec des températures diurnes qui vont varier entre 27 degrés à Dakar et 37 ou 35 à Tambacounda. C'est la fin de ce grand journal. Je vous rappelle les titres. Antoine Diouf. Affaires appelant Diakhaye Abdoulaziz Diop et Aïda Ndiong seront déférés au parquet dans quelques instants. La gendarmerie vient de boucler son enquête justice toujours. Le ministère de tutelle et l'Observatoire national des lieux de privation des libertés font cause commune. C'est pour faire face aux cas de torture et de mort dans nos prisons. Réduction du train de vie de l'État. Le président de la République, Macky Sall, annonce la suppression de 4 agences dont la Neige et le FNPJ. Et puis en politique, début des opérations de distribution des cartes d'électeurs aujourd'hui dans beaucoup de mairies de la capitale. On attend encore l'arrivée des cartes. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique, Abdoulaye Djidi Diop, réalisation Babacar Fall, régisseur d'antenne Pape Oumar Diaw. 13h, retrouvez El Hadj Assane Gueye pour la grande édition en Wolof. Tout de suite, Djalgati Khibar. À toutes et à tous.